Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis désolé, c'est vraiment le pire moment pour vous parler. Je vais vraiment être court. J'avais quand même envie de vous adresser quelques messages. Le premier message, c'est merci aux organisateurs, d'une part de m'avoir invité, d'autre part d'avoir construit un événement autour du rôle de la société civile pour avancer sur le climat. C'est un sujet pour nous, au ministère, et en particulier pour ma direction, particulièrement important. Je vais vous révéler une petite anecdote. Donc, le logo que vous avez pu obtenir, c'est une création de ma direction. Une création qui s'est faite à un moment où on était un peu dépité. C'était les 10 ans de l'accord de Paris, et nous ressentions très fort la difficulté, en fait, de continuer à porter les ambitions de cet accord, les objectifs de cet accord, à un moment où on nous détricotait, on continue de le faire, je vous assure, le pacte vert pour l'Europe. Et on s'est dit à ce moment-là que plutôt qu'un grand événement français qui rappellerait que la France reste engagée sur l'accord de Paris, il aurait peut-être été préférable que partout dans le monde, les gens rappellent à quel point ils tiennent à l'accord de Paris. Et donc de faire la différence entre ce qui est une expression politique, qui est liée à un moment politique, et ce qui est vraiment la perception des gens du danger que cela représente de renier l'accord de Paris et d'arrêter de le mettre en œuvre. En fait, on avait fait le parallèle avec la flamme olympique, on sortait de cette séquence, et comme la flamme passe de pays en pays, pour rappeler qu'il y a un grand événement qui se tient, ce logo, pour nous, devait passer de pays en pays. Et c'est pour ça qu'on a demandé après à la CNUC de le rendre disponible à tout le monde, pour dire aux puissants, à nous tous, l'accord de Paris est incontournable, nous restons attachés à sa mise en œuvre. Donc le fait que vous l'ayez obtenu, et surtout le fait que vous ayez centré la discussion sur comment la société civile, malgré le moment politique qu'on vit, reste engagée sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, est pour moi particulièrement important. Et c'est pour ça que j'ai dit à Bettina, je ne pouvais pas passer l'après-midi, mais je voulais absolument passer pour vous dire cela. Et l'autre chose à laquelle je pense par rapport à cet événement, c'est ce que j'ai vécu la semaine dernière. Donc, je suis sorti d'une séquence G7, c'était la ministérielle environnement et énergie du G7. Et en fait, j'ai vu pour la première fois ce que c'est l'expression américaine dans ce contexte. Et c'était très intéressant, c'était le secrétaire d'État à l'énergie. Et j'avais jamais eu concrètement, un dialogue aussi proche avec un climato-sceptique, en fait, assumé. C'est très intéressant parce que c'est assumé. Et vous avez presque l'impression, à un moment donné, que vous pouvez le suivre, en fait, dans la manière où il présente. Donc, ce monsieur dit concrètement, les amis, pendant 4 ans, nous avons suivi l'exemple européen. Quel désastre. Et moi, je dis, il faut faire des maths. La politique se fait avec les maths. Et donc, si on regarde les maths, on voit que lorsqu'on a adopté l'accord de Paris, la part des énergies fossiles était à 85%. Vous savez combien c'était l'année dernière? 84%. Quelle folie de dire qu'on arrête les énergies fossiles, etc. Et je me disais, qu'est-ce que ça va donner, tout cela? Entre-temps, moi, j'étais pas le politique dans l'affaire, j'étais le négociateur sur les livrables de cette présidence canadienne. Et on avait un mal fou à aboutir sur un papier qui était une initiative sur comment on fait pour travailler ensemble sur les événements météorologiques extrêmes, parce qu'on ne peut pas parler de climat avec les États-Unis. Et en fait, les Américains bloquaient sur des fake news que l'Europe voulait mettre dans ce document. Valérie, tenez-vous bien, qui est de dire qu'il y a de plus en plus d'événements extrêmes, de plus en plus impactants. Parce que le rapport du GIEC dit le contraire. Le rapport du GIEC, par ailleurs, les Américains contestent partout ailleurs, sauf dans ce passage, je ne sais pas bien ce qu'il faut en penser. Et moi, je me disais, entre l'intervention du ministre en séance, en ouverture, et nous, qu'on est en train de se déchirer pour essayer de trouver un accord, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, à un moment donné, on s'est tous ressaisis, on a dit, bon, les amis, si vous ne voulez pas parler de ça,
en fait, nous, on ne joue plus. Et on a juste décidé de ne pas adopter ce livrable. Et je mets ça en parallèle avec ce qui s'est passé dans les séances d'après au G7. Ça veut dire que les séances d'après du G7, tous les pays, y compris les pays invités, ont parlé du changement climatique, de ce que représente le changement climatique, la nécessité d'adapter nos territoires, d'adapter les comportements, de continuer à réduire les émissions, etc. Donc, quel est l'enseignement que je tire et que je vais partager avec vous? En fait, il n'y a pas un autre modèle. C'est ça que j'ai compris et qu'il faut tenir le cap parce qu'il n'y a tout simplement pas d'autre cap aujourd'hui. C'est de la posture pour gagner du temps, c'est des intérêts économiques mal placés. Le problème est que le temps, pour nous, c'est l'urgence. Mais si on se base sur ce que j'ai vu à un moment où les pressions américaines sont très fortes, parce qu'aujourd'hui, ces pressions, on l'a vu à l'OMI, sont des pressions qui peuvent même devenir individuelles. Individuelles. Pas uniquement, je ne suis pas d'accord, c'est toi, tu as dit ça, tu ne rentres plus dans mon pays. Enfin, ça peut arriver ça. L'OMI, ça a été ça, la manière d'obtenir que le texte sur la décarbonation du secteur maritime. Et parallèlement à ça, donc, on a vécu le drame des discussions européennes sur l'objectif 2040 et sur l'adoption de la NDC. Et ben, on y est arrivé ce matin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la ministre ne pourra pas être avec nous, parce qu'il y a passé la nuit et on a repris ce matin. Ben, l'Europe a trouvé une voie pour rester ancrée à l'objectif de réduire de 90% ses émissions en 2040, certes avec des souplesses, des garde-fous, etc. Mais le totem n'a pas été touché, en fait. Et c'était ça que certains voulaient. Et évidemment, les pays de Visegrad ont voté contre. Il y a 2 pays qui se sont abstenus, mais les États européens ont pris leurs responsabilités. Et à côté de cela, par contre, lorsqu'il s'agit de se manifester vis-à-vis de la communauté internationale, l'ANDC a été adoptée à l'unanimité, avec une fourchette, mais en rappelant qu'on a un objectif 2040 qui est en train d'être décidé et qui va être, après la borne haute dans cette fourchette, qui sera notre objectif commun. Troisième élément, donc premier élément, en fait, ça ne marche pas de proposer un autre modèle parce que les gens ne suivent pas, parce que tout le monde est conscient, en fait, de ce qu'on est en train de vivre avec le changement climatique. Deuxième élément, l'Europe, quand même, arrive à garder le cap. Le troisième élément, c'est que ce que dit la ministre dans la presse, vous avez peut-être vu dans Le Parisien, la société civile avance plus vite que les politiques. C'est ce que nous vivons aussi. Et c'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui avec cet événement. C'est dans cet état d'esprit que nous préparons la COP30. C'est une COP30 qui va être difficile. C'est dans un pays difficile, avec des pays qui essaient de remettre en question les résultats de ce que nous avons fait avec le bilan mondial, et notamment la question de la sortie des énergies fossiles. Il y a un gap à la fois d'ambition, mais il y a aussi un gap de mise en œuvre de la pauvre ambition que certains États ont. Donc il y a vraiment besoin de se ressaisir. Les changements climatiques tapent fort et il n'y a pas assez d'argent pour l'adaptation, et il faut qu'on arrive aussi à travailler sur cela, en sachant que la France y arrive avec un modèle qui est un modèle gagnant cette année, encore, où nous, on met entre 35 et 40% sur l'adaptation, en fait, globalement, et on dépasse les 7 milliards en 2024. Donc, on a une légitimité pour parler, pour tirer les autres vers le haut, et dans notre petit... nous avons voulu, autour du pavillon France à la COP, essayer de donner au maximum la parole à la société civile dans le même état d'esprit de cet événement. Vous savez que chaque année, à l'exception de Bakou, où nous avions un problème diplomatique avec l'Azerbaïdjan, mais on a un pavillon qui est le moment où on fait parler les gens qui ont du mal à trouver la place pour s'exprimer. Beaucoup d'entre vous ont présenté des projets. On a eu 187 candidatures, on a pu retenir 39 événements de 69 parties prenantes. C'est la voix de notre société civile qui s'exprimera à la COP, et c'est notre manière de
bridge the gap, comme on dit en anglais, d'essayer de colmater cet écart entre le moment politique et le besoin de la lutte contre le changement climatique. Donc, voilà pourquoi je suis très sensible à l'organisation de cette journée, pourquoi nous l'avons soutenue financièrement, mais aussi, je dirais, moralement. Et je pense que c'est le moment maintenant de se dire tout ça au déjeuner. Et je m'arrête là. Et en vous remerciant aussi de m'avoir écouté malgré l'heure. Hein ? Merci.